Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais parfois je suis sur les réseaux sociaux, comme disent les vieux, croyant singer les jeunes qui de leur côté, eux, disent les internets. Et souvent je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais pas passer mon tour par hasard? Et cette semaine, qu'ai-je entendu sur les réseaux sociaux? Eh bien, Julie Graziani, membre de la Manif pour tous, mais surtout mercenaire plénipotentiaire de Marion Maréchal Le Pen, sur tous les médias de l'Hexagone, pour nous préparer au pire, affirmer sur LCI que la personne ayant interpellé Macron à Rouen sur sa situation précaire de femme divorcée au SMIC et avec un enfant n'avait pas de raison de se plaindre ainsi. Quand on est dans cette situation, a-t-elle rajouté, il ne faut peut-être pas divorcer pour ensuite se poser la question du pourquoi de son SMIC. Je cite toujours, est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et pour finir, cette fois par tweet, je cite encore, chacun est responsable de son parcours de vie. Tu as fait le mauvais choix de boulot, tu as fait le mauvais choix de mec, eh bien t'as qu'à assumer. Et l'empathie dans tout ça, on se demande encore où il se trouve. La veille, Zineb El Razoui sur CNews et relayant les commentaires lus sur la toile avait appelé la police à tirer à balles réelles sur les jeunes qui avaient pendant le week-end incendié un centre culturel à Chanteloup-les-Vignes, organisant également un guet-apens aux forces de l'ordre. Venant d'une ancienne membre de l'équipe de Charlie Hebdo, j'allais goûter son sens de l'humour, humour plutôt noir, mais non, on me dit que ça n'était pas de l'humour. Et puis mardi, cette déclaration d'Isabelle Balkany sur BFM évoquant son incapacité à payer la caution de 500 000 € nécessaires à la sortie de tôle de son Patrick de Marie, elle nous a déclaré: nous n'avons plus un centime. Déchirant. Mais aussi comment ils peuvent s'en sortir, eux, alors que la justice a déjà mis sous séquestre la maison de Saint-Martin pour 1,8 million d'euros, saisi les comptes bancaires du couple et également saisi leur indemnité. Heureusement, des habitants de Levallois, ville dont Patrick Balkany est toujours le maire, même en tôle, ont lancé spontanément un balcaton pour les aider à trouver de l'argent et à ainsi payer la caution. Et soyons sûrs, cette opération est complètement spontanée et en plus ça pourrait bien marcher. Elle est pas belle la vie. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé par Tulip, la nouvelle ingé son de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui c'est le numéro 888. Dans un instant il sera question du dernier ouvrage de Didier Goupil, Brûler le Louvre, un recueil de nouvelles où la peinture, les couleurs, les peintres, la révolte et la colère sont au centre de son écriture. Marie Sigal viendra ensuite réparer un petit oubli. En effet, la dernière fois que cette chanteuse était venue dans Caramel Mou, elle était partie sans chanter la chanson qu'elle nous avait pourtant promise à sa décharge. Une voix plutôt fatiguée à quelques jours du concert qu'elle devait donner au Bijou. Il y a quand même des priorités. 2 mois plus tard, elle revient avec un clavier, musique donc en direct à prévoir d'ici la fin de l'émission. À noter que Marie Sigal jouera demain à 13h un showcase chez Gibert, rue des Lois. Et puis Lucas Lemoff, le mec le plus énervant que je connaisse, drôle et brillant dans un corps d'athlète, et en plus il joue divinement du piano, sera vers 18h50 devant son micro pour une nouvelle chronique municipale. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Jeudi soir, hier quoi, coup d'œil sur le calendrier, putain j'allais oublier, direction le quai de la Dorade, aux 2 quais de la Dorade, l'adresse c'est le nom du lieu. Dans la journée, ce sont les bureaux de la Biennale d'art contemporain de Toulouse, le printemps de septembre. Et puis parfois à 19h,
l'endroit se transforme en lieu d'expo ou de concert. Et donc, hier soir, le duo toulousain Gilo, il présentait son nouvel EP Moon Gilo. De voix assez rares, Vincent Barrault, voix de tête, jeu de guitare singulier et reconnaissable, Johanna Louz, voix cristalline et étincelante, joueuse de tambour et de ukulélé. L'endroit est plutôt intime, chaleureux, des chaises, un escalier qui fait office de gradin. Dehors, il faisait plutôt froid même, alors que dedans, chaud et tranquille, comme la musique qu'il propose, musique chaleureuse et lumineuse. Gilo, I Want It Too, extrait de leur nouvelle EP Moon, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Would you like to take the road and never come back or even try? Guess you packed all your stuff and inflated the time because I wanted to. Because I wanted to. White sandwiches and deep water, tight accounts and warned our friends. Gave the dog and sold the house and purchasing the cars. Wanted to. Because I wanted to. Would you like to make a road trip and finally feel that we are free? Even give a coin in LA and get married every day. Wanted to. Because I wanted to. Wanted to. Because I wanted to. Because I wanted to. Because I wanted to. Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Bonjour Didier Goupil. Bonjour. On vous connaît pour quelques romans écrits depuis le milieu des années 90. Je vais en citer quelques-uns. Femme du monde, Le jour de mon retour sur Terre, Malterre, Castro est mort, Le journal de Caméléon, dont vous étiez venu d'ailleurs nous parler dans cette émission il y a déjà 3 ans. Depuis, il y a eu Traverser la Seine, roman court faisant suite à Femme du monde, et aujourd'hui, Brûler le Louvre, aux éditions Inédit Collection Texture, un recueil de nouvelles cette fois. Mais avant d'en définir un peu avec vous la ligne conductrice et la colonne vertébrale, une première question. Vous êtes un écrivain de la brièveté, un peu comme si multiplier les pages pouvait altérer votre message et votre ressenti du monde.
Altéré, je sais pas. La brièveté, oui. Alors après, c'est comme les sportifs. Vous avez des sportifs qui effectivement sont des coureurs de fond, des coureurs de longue distance, et puis des sportifs qui sont plus forts et plus performants sur des distances courtes. C'est vrai que les livres vous construisent et définissent au fur et à mesure le type, la sorte d'auteur, d'écrivain que vous allez être au final, après une quarantaine d'années de vie, et puis une quinzaine ou une vingtaine de titres. Et c'est vrai qu'effectivement, je ne suis pas un bâtisseur de grandes machines romanesques. Ce qui m'intéresse, c'est pas de créer des mondes, c'est pas d'être dans la description d'une réalité, ce n'est pas de prendre une situation et de la décortiquer, de l'analyser, etc., etc. Mon approche est beaucoup plus sensible, beaucoup plus sensitive. Pour que j'écrive, il faut qu'il y ait quand même une résonance des mots. Je suis quelqu'un quand même qui est très attaché au style. Je pense que si j'avais été musicien, j'aurais été guitar hero. Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est effectivement non pas que le côté brillant, mais ce qui donne à voir un peu plus loin, ce qui donne à penser un peu plus loin, si on peut espérer, à ressentir en tout cas. Donc effectivement, la brièveté, et dans ce recueil, c'est un retour à la nouvelle. La nouvelle a été un genre extrêmement important à la fin du 19e. Maupassant, Tchekhov, pour en citer que deux. Très important dans les Flaubert, milieux, pour en signer un troisième. Oui, bien sûr. Très important dans les milieux anglo-saxons. Et c'est vrai qu'il y a eu une embolie, une sorte d'apogée de la nouvelle française dans les années 80-90. Auquel j'ai très modestement participé, avec un certain nombre d'auteurs extrêmement brillants, comme Château Renaud, comme Jean-Noël Blanc, comme Paul Fournel, comme Annie Saumon, etc., etc. Donc moi, je suis un peu né de cette école-là. C'est vrai que mon approche de la littérature, mon goût pour la littérature est advenu lorsque j'étais adolescent, comme beaucoup de jeunes de mon époque, et elle est venue par des textes courts, par les poètes, bien sûr, Rimbaud, Verlaine, entre autres, mais pas que, mais quand même vraiment de manière principale, et aussi par un certain nombre d'auteurs de forme courte, Baudelaire, les poèmes en prose, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un espace dans lequel je me retrouve, et c'est d'ailleurs un espace proche de la peinture, puisque une nouvelle peut s'écrire en une nuit, en une semaine, c'est-à-dire elle a ce côté matériel lié à la peinture. Un peintre, il peut faire une toile dans la matinée, une toile dans la nuit, une toile dans la semaine. Quand vous écrivez un roman, Journal d'un caméléon, par exemple, c'est 1 an et demi, 2 ans de travail. Donc on est effectivement sur une ampleur, sur une assise différente. Et c'est vrai que vous parliez de peinture, c'est la première colonne vertébrale qui structure un peu l'ensemble de nos nouvelles. La peinture, on y rencontre des peintres, mais on y parle aussi énormément de couleurs, aussi énormément de la peinture comme source de révolte, mais comme source de résilience. Aussi un peu comme si après le journal du caméléon dont vous parliez il y a 2 minutes, qui était consacré à la figure du peintre Roger Cosme Estève, vous aviez voulu expliciter un peu plus votre propre rapport à la peinture. Oui, alors, mais c'est aussi un constat. Ce livre est une commande. C'est effectivement un éditeur que j'ai connu il y a très longtemps, qui s'appelle Gilles Vidal, qui a lancé cette collection Texture et Brûler le Louvre est le premier titre de cette nouvelle collection. Éditeur de textes courts, il a édité Pascal Dessin, par exemple, les premiers recueils de nouvelles de Pascal, mais aussi Brotigane, mais aussi Fante. Voilà, donc un éditeur quand même qui est assez loin de mes univers romanesques et qui a surpris justement sur les réseaux sociaux différents textes consacrés à Roger Comestève, entre autres, liés aux expositions qu'on mène ensemble maintenant depuis plusieurs années. Et c'est lui qui m'a incité à rassembler ces textes, à aller chercher effectivement une nouvelle architecture dans ce recueil pour présenter des textes qui, à la fois, travaillent sur des peintres très connus, très célèbres, Claude Monet par exemple, Chaim Soutine, mais aussi sur des peintres vivants que peu de gens connaissent, si on prend une échelle nationale ou internationale. Francien Charlot, qui est toulousain, Roger Comestève, qui est catalan, et puis aussi des personnages de fiction. Ce qui est intéressant dans la peinture, c'est qu'il y a un rapport physique avec le travail avec l'activité artistique. Quand vous écrivez, vous passez par tout un champ de symboles abstraits, la page, l'écriture, la mise en pagination, le chapitre, etc., etc. Et il y a une phrase de Pierre Reverdy, qui est un poète
écrivain de prose narbonnais du début du siècle, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec les peintres, avec Rohan Gris, avec Picasso et tant d'autres, qui disait « le mot bleu ne tache pas les doigts ». Voilà. Et ce que j'aime dans la peinture, c'est qu'effectivement, quand vous mettez du bleu, il y a du bleu et vous avez le doigt taché. Dans l'écriture, il y a une forme comme ça j'allais dire d'expertise médicale. C'est un art intellectuel, l'écriture. Et c'est vrai que quand on le prend comme sujet de texte romanesque, qu'il soit court ou plus long comme le Caméléon, du coup, il y a un aspect romanesque, physique, concret, même pour le lecteur. C'est plus facile à voir une toile qu'on écrase ou qu'on brûle. Enfin, il y a quelque chose de plus spectaculaire, de plus... parfois grandiloquent, mais en tout cas de plus grandiose aussi dans le meilleur des cas, que quand vous déchirez votre pauvre brouillon à la fin de la journée, que vous le mettez dans la corbeille à papier, que tout le monde s'en moque. Bon, il n'y a pas une grande grandeur à mettre ses papiers à la poubelle. Alors que le peintre, il y a quand même le rapport. Effectivement, on peut peindre avec un couteau, on peut peindre avec ses doigts. Certains ont peint avec des parties entières de leur corps. La peinture d'Yves Klein, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a ce rapport physique qui, du coup, permet au lecteur de se visualiser la scène ou la situation plus nettement que si j'avais choisi comme héros des romanciers ou des scientifiques. Voilà. Dans ces nouvelles, on rencontre quelques peintres, dont Franciam Charlot, vous en parliez tout à l'heure, Roger Comestève, le peintre qui était le sujet principal d'un de vos derniers romans, le journal d'un caméléon. On y rencontre aussi Claude Monet ou Chaim Soutine, à une période un peu particulière de sa vie, lorsque enfin Soutine réussit, ça ne va pas durer longtemps, et il mourra pendant la guerre dans des conditions assez effroyables. C'est les peintres qui vous touchent le plus, dont vous parlez là? Alors, pour ce qui est de Roger Comestève, oui, parce que maintenant Roger Comestève est un peintre catalan qui a maintenant 75 ans, voilà, que je connais depuis 25 ans, et depuis maintenant une dizaine d'années, je l'accompagne de manière concrète, à la fois dans le travail d'écriture autour de sa peinture ou à côté de sa peinture, et en même temps dans le montage d'expositions, de rétrospectives. Donc on a vraiment un lien qui est extrêmement serré, qui est à la fois artistique et à la fois humain. J'ai oublié la question. Est-ce que c'était ce qui vous touchait le plus? Est-ce que c'est un peu non, il y a une forme de circonstance à chaque fois. D'abord là, c'est un choix, c'est-à-dire que j'ai choisi une dizaine de textes sur la trentaine que j'ai écrits consacrés à des artistes peintres. Il fallait qu'il y ait cette notion de brûler le Louvre. Alors brûler le Louvre, alors effectivement, c'est venu après Notre-Dame, donc tout le monde a pensé que je m'étais inspiré du feu de Notre-Dame, mais bon, c'était écrit avant. Brûler le Louvre, ça veut dire non aux écoles, ça veut dire non à l'académie, ça veut dire non à la famille, ça veut dire non, tout à l'heure on parlait de cette jeune femme divorcée qui maintenant n'aurait plus le droit de divorcer car elle n'a pas les moyens de son divorce, ça veut dire non à cette espèce de confort bourgeois qui ferait que la fin du mois vous auriez à chaque fois votre petite pitance. Donc ce sont que des personnages qui sont non pas dans un combat forcément direct, Claude Monet l'est, mais qui sont en tout cas dans une libération d'un carcan, d'un cadre, d'une structure dans laquelle ils devraient s'inscrire, ils auraient dû s'inscrire, et finalement ils s'y inscrivent pas. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment, voilà, donc cette première dimension-là. Et puis il y a une deuxième dimension, c'est que, alors maintenant ça a un peu changé, parce que l'époque a beaucoup changé, et on le voit avec les prix littéraires, maintenant un artiste est un produit de marketing, il faut qu'il ait une signature, il faut qu'il ait un look, il faut qu'on raconte une story sur un storytelling sur sa vie. Voilà, donc on vend des objets, on vend des produits. Mais précédemment, le travail de l'artiste, il était souvent dans la longueur, parce qu'effectivement, celui qui copie, celui qui se met dans les pas de l'établissement, celui qui... J'allais dire presque qu'il collabore. Bon, lui, c'est réglé. Il sera un petit grand médiocre, quoi qu'il arrive. Mais ceux qui ont vraiment une démarche très individuelle ou une démarche un peu avec une sorte de farouche en eux, ces gens-là, ils sont obligés de se battre. Et quand on voit Claude Monet, qui pour nous apparaît comme aujourd'hui un peintre vraiment reconnu, installé, indispensable. Non, moi j'ai écrit une nouvelle, effectivement, où personne ne le veut, où tout le monde considère que c'est un peintre raté, que c'est un peintre vulgaire, que son œuvre n'a aucun intérêt. Et justement, il va lutter, il va travailler, il va œuvrer, il va croire à cette sorte de feu intérieur qui est la création. Et puis il va finir par l'imposer et effectivement faire que les murs médusés, les murs moisis des musées, acceptent et reçoivent ses œuvres. Voilà.
Vous parliez des prix littéraires. Jean-Paul Dubois, qui vient d'avoir le prix Goncourt cette semaine, est un peu l'anti-archétype de ce que vous venez de décrire, un peu à côté du système, restant à Toulouse. Oui, grand journaliste pour le Nouvel Obs pendant 25 ans. Pendant très longtemps. Voilà, donc donc chacun a son... Voilà, non, Jean-Paul Dubois, moi j'aime beaucoup les bouquins de Dubois, j'ai pas lu les derniers, mais j'avais beaucoup aimé Kennedy et moi, et toute la série de Kennedy et moi. Après, c'est quelqu'un qui est effectivement déjà quand même très, très inspiré de John Fante et des écrivains américains. Très, 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 quand même. Le fait qu'il était correspondant à New York, entre autres, mais aux États-Unis plus généralement, a conforté cette chose-là. Voilà, c'est un écrivain intéressant, brillant, drôle. Après, c'est quelqu'un qui écrit des livres en un mois, c'est-à-dire qu'il écrit une machine. Moi, parfois, en un mois, j'écris une ligne, 2 lignes. Donc, on voit l'écart de niveau entre Jean-Paul Dubois et moi-même. Justement, c'était la prochaine question. Vous êtes de quel style? Vous écrivez comment? D'un seul tenant ou en plusieurs fois? Je suis, comme dans la vie, assez débraillé et assez désinvolte, assez velléitaire. Non, je ne suis pas du tout un écrivain qui écrit tous les jours. Je ne me fais pas de longues plages obligatoires. Bien sûr, quand je travaille sur un texte, on n'écrit pas un texte de 200 ou 250 pages. S'il est pesé, pensé, porté, comme ça, le matin, en se levant un quart d'heure. Donc, non, quand je suis dans un texte long, il y a un vrai travail. Après, je suis quelqu'un d'assez... l'écriture m'accompagne tous les jours, mais c'est des moments de rendez-vous, c'est des points de rendez-vous. Mais même pour une nouvelle? Pour une nouvelle, souvent une nouvelle, c'est que je l'écris la nuit. Souvent la nouvelle, c'est quand tout le monde est couché à la maison, c'est-à-dire 22h30, 23h en semaine. Voilà, et là, en quelques soirs, en règle générale, voilà, c'est bien qu'il y ait le côté nocturne. On parlait de Rimbaud, le Tréhamont. Enfin, ça rappelle les lectures qu'on avait quand on avait 16-17 ans, qu'on lisait dans le noir, et il y avait cette sorte de fulgurance de la poésie. Donc c'est vrai que j'essaye de retrouver cette chose-là. Voilà. Après, sur des phases, là en ce moment, je prépare un album jeunesse, par exemple, avec un illustrateur qui arrive sur le marché, comme on dit, qui n'a encore jamais fait de choses, qui est très très brillant, Alan Blasté. Là, par exemple, j'ai calé une grande partie du texte ces derniers jours. Dans l'après-midi, il y a des phases de 5-6 heures de travail, parce qu'effectivement, c'est comme plonger. Écrire, c'est comme une plongée, en fait. Vous ne plongez pas directement à moins 50 mètres dans votre livre. Donc, vous plongez plusieurs fois à moins 10 mètres, puis à moins 15, puis à moins 20. Et puis, si vous êtes vraiment persévérant et que tout se passe bien, à un moment donné, vous êtes à moins 50 mètres dans votre livre. C'est-à-dire que vous êtes vraiment entièrement dans la création, dans la floraison du livre. Voilà. Après, je ne m'impose pas... on parlait de peinture et de cette publication. C'est vrai que depuis maintenant 5, 6, 7 ans, on s'est rencontrés à une époque où je jouais encore le jeu. Je publiais un roman tous les 2 ans, tous les 3 ans. J'ai renoncé à cette course un peu à l'échalote. D'abord parce qu'elle est entièrement biaisée par le système. Et puis deuxièmement, elle n'est pas satisfaisante pour un auteur. C'est-à-dire que vous travaillez 1 an et demi ou 2 ans, votre livre sort, vous dépendez de beaucoup de gens, de beaucoup de choses, de beaucoup de réseaux que vous n'avez pas. Quand vous habitez en province, même à Toulouse, 4e ville de France, vous êtes victime de la double peine. C'est-à-dire qu'à Paris, vous n'existez pas et les gens ici vous intéressez peu parce qu'ils ont envie d'avoir des vedettes. À part notre ami Jean-Paul Dubois, qui cumule la chose. Mais j'en suis très heureux pour lui. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis aperçu que depuis maintenant 4, 5 ans, 6 ans peut-être, quand je vais à Paris, je ne rencontre pas de journalistes littéraires, je rencontre peu d'écrivains. Luc Lang, qui est un ami, qui vient d'avoir le prix Médicis aujourd'hui, mais très peu. Le salon du livre m'ennuie, les salons m'ennuient vraiment, vraiment beaucoup. Et je me suis aperçu qu'en fait, là où je m'éclatais depuis quelques années, c'était d'écrire des catalogues, de monter des expositions, d'être invité à rencontrer un artiste, à écrire autour de lui. Voilà, donc c'est toujours d'écriture. On va parler peut-être à un moment donné de Villa Frida. Voilà, c'est encore de l'écriture. Simplement, elle n'est pas sous le moule. Je fais un livre tous les 2 ans, mais vous savez, je suis dans un petit éditeur ou un moyen éditeur, donc vous n'allez pas me vendre, vous n'allez pas me mettre sur la table. Voilà, donc j'ai renoncé à ça. J'ai renoncé à faire le tour des librairies, même de Toulouse, pour savoir si mon livre était sur la table, ou le nombre d'exemplaires qu'il y avait de mes livres de poche. Il y en a peu, de toute façon. Donc...
ça sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut retrouver ce qui donne mais j'imagine que c'est pareil pour un musicien, une musicienne, une chanteuse. Faut que la chose soit du plaisir. Faut que la chose soit quelque chose auquel on croit, qui une flamme. Parce que sinon, ça devient un métier. D'ailleurs, il paraît que Jean-Paul Dubois a fait une très longue interview dans Mediapart en disant que les écrivains qui écrivaient sans succès devraient faire autre chose. D'ailleurs, je fais autre chose parce que effectivement, j'ai pas de succès ou peu, en tout cas pas à cette échelle-là. Non, on peut effectivement le prendre comme un métier et vous êtes obligé là de faire un livre tous les 2 ans, d'entretenir un réseau, d'avoir des amis, de donner quand même diligence aux gens et au milieu. Soit effectivement, vous êtes plus buissonnier, plus dans la contre-allée, plus dans l'éphémère, plus dans le coup de poing du texte. Voilà, j'en suis assez heureux pour l'instant là. Et c'est actuellement votre position. On va peut-être, Didier Goupil, faire une première pause dans cette interview et vous demander de lire un extrait de ce recueil de nouvelles, Brûler le Louvre, qui vient de paraître. Après, on demandera à Marie Sigal si effectivement elle est dans la même position que Didier Goupil par rapport à son métier de musicienne. Didier. Donc un petit morceau que j'ai choisi dans ce recueil de nouvelles Brûler le Louvre, Didier Goupil. Alors c'est une nouvelle qui s'appelle C'est un chef-d'œuvre. Alors dans le texte, c'est un recueil où il y a des textes de différentes époques. Le plus ancien a 28 ans, c'est celui-là. Et le plus récent a quelques semaines, et c'est les derniers textes du recueil Brûler le Louvre. L'enfant n'a pas dormi. Muet, immobile, l'ampoule folle au fond des yeux, il a attendu que le noir de la nuit disparaisse, que les obus cessent d'éclater dans ses orbites, et la terre de trembler dans sa poitrine. Longtemps, il a attendu que la cendre blanche du plafond cesse de salir la chaude chevelure. La mer soudain s'est mise à crier, un éclair dans un ciel d'orage. Irritées, les femmes sont tournées vers elle. Se taire est leur seul courage, leur unique orgueil. Elles craignent que leurs enfants se mettent à pleurer. Sans doute, aussi, ont-elles peur d'elles-mêmes, de leurs sanglots qui remontent. Mais la mère ne les voit pas, ne sent pas leurs reproches. Ce n'est plus une femme, à peine un être humain. C'est une douleur vivante, une mère. La mère tient l'enfant au bout de ses bras tendus, tordus, et elle hurle. L'enfant la regarde de ses grands yeux vides. Elle le tient au bout, comme une chair arrachée à son corps. L'enfant ne saigne pas. Il ne lui manque ni bras, ni jambes. Mais ses cheveux, ce sont ses cheveux, tout gris, qui la rendent folle. La mère hurle, tourne sur elle à une vitesse insensée, fait trembler le sol, fuir la lumière, chavirer le plafond. Sa chevelure s'enroule autour de l'ampoule, affole le jour. L'enfant rit. Avec sa tête d'enfant et ses cheveux de vieux, l'enfant rit, à gorge déployée. Voilà, donc extrait de Brûler le Louvre, le dernier recueil de nouvelles de Didier Goupil. Vous disiez que c'était une nouvelle qui avait 28 ans. C'est vrai qu'en la lisant, je me disais que ça aurait pu très bien se passer pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la récente guerre de Syrie ou d'Irak. Oui, ou des Balkans. Voilà. D'ailleurs, le texte cite en début ce petit texte, qui est une courte nouvelle, cite le minaret, le clocher, la synagogue. Oui, c'est un texte qui est pas centré sur la peinture, mais dont le titre est centré sur la peinture, puisque la nouvelle s'appelle La Vierge et l'enfant. J'ai dit c'est un chef-d'œuvre, mais j'étais ailleurs. La nouvelle s'appelle La Vierge et l'enfant, et effectivement, c'est une sorte de tableau qu'on pourrait avoir dans Underground, par exemple, de Kusturica. Et effectivement, c'est une sorte de Vierge et l'enfant contemporaine. Voilà, c'est-à-dire que on s'en aperçoit, on parlait des banlieues tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut tirer à balles réelles, mais effectivement que des enfants brûlent des centres culturels où leurs frères, leurs cousins vont, ça pose quand même une question importante. De poser des guet-apens à la police, ça pose quand même une question importante. Que l'économie entière soit souscrite au trafic de shit et d'herbe, ça pose quand même des questions importantes. Et effectivement, dans notre contemporanéité aujourd'hui, on s'aperçoit que les femmes sont seules avec les enfants. Et dans les cités en particulier, moi j'y ai vécu, très jeune, banlieue nord de Marseille, à la Rose en particulier,
particulier qui est en face de Frévalon, qui est maintenant devenu un endroit invivable et insupportable. J'ai travaillé aussi à Blagnac pendant quelques années sur les nouveaux aménagements du territoire. Et il n'y a que des femmes. Il n'y a pas d'hommes. Très, très, très peu d'hommes. Donc, la situation des banlieues, il faut aussi la considérer du point de vue des femmes. Comment ces femmes font quand elles ont des travaux précaires, parfois très loin de chez elles, et qu'elles ont 3, 4, 5 garçons à la maison, qui plus est élevés dans une culture quand même patriarcale, et aujourd'hui, parfois assez barbaresque. C'était mon intervention dans Caramel Mou. Ben ouais, mais elle fera le buzz. Didier Goupil, je disais en début d'interview que vous êtes quelqu'un qui est marqué par la brièveté. Je me disais, vous avez autant travaillé le fond que la forme. Lettre à Anna, donc un roman pour le coup, narrant rapidement la vie d'un couple de musiciens dans les années 30, sauf qu'après les années 30, il y a les années 40, et au vu de leur situation, ils sont raflés et envoyés dans un camp de concentration. Et il y avait une forme assez singulière dans ce roman. Au fur et à mesure qu'on sentait que la fin approchait, il y avait de moins en moins de lettres sur les pages du livre. À certains moments, c'était simplement un mot qui... c'est aussi ça, votre style? Vous parliez de style tout à l'heure. Oui, parce que moi, j'ai eu un grand coup de cœur pour Pierre Reverdy, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pierre Reverdy fait des poèmes en prose. Et quand vous écrivez un poème en prose, un poème en prose, c'est un carré, en fait. C'est un carré, c'est un rectangle de signes. Nous, on les comprend parce qu'on lit le français, mais en chinois, on ne le comprendrait pas. Et en fait, ces carrés et ces rectangles de prose sur la page, c'est déjà une plasticité. Moi, j'ai fait mes études sur ce qu'on appelle la poésie cubiste. Ça a l'air très intellectuel comme ça ne l'est pas. C'est simplement comment le poète travaille effectivement sur le sens de son texte, mais sur la forme de son texte. C'est par exemple ce qu'on apprend aux collégiens, les calligrammes d'Apollinaire. Voilà, le poème fait la forme de l'objet. Alors là, c'est un peu gadget et c'est un peu trop simpliste, mais c'est vrai que la pagination est une chose extrêmement importante. Et cette lecture de Pierre Reverdy m'a donné à la fois ce sens de la brièveté et puis le plaisir esthétique et la beauté du texte quand il est placé dans la page. Et là, je pourrais vous raconter des anecdotes qui sont... voilà, on parle de Lettre à Anna. Et à Lettre à Anna, juste préciser, c'était plus que ça. C'était plus que le petit résumé que tu en as fait, Jean-Philippe. C'était comment Olivier Messiaen, qui était le grand musicien de Notre-Dame de Paris, a créé sa symphonie, dont le nom m'échappe maintenant, là, la fin des temps, dans un camp de détention en Ukraine, et comment effectivement... mais on se connaît déjà sur ces points. Comment l'art, si vous voulez, vous aide à grandir votre vie. Moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Ma mère vient de Hadas, elle a été élevée à l'orphelinat, elle a appris à lire et à écrire. Elle avait 35-40 ans. Chez moi, il n'y a jamais eu de livre, il n'y a jamais eu de film, il n'y a jamais eu de musique. Je suis vraiment autodidacte à 100%. Mon père nous a abandonnés. Donc à un moment donné, comment vous grandissez ? Vous grandissez, effectivement, peut-être parfois par la violence, on en parlait tout à l'heure, par une espèce de surpuissance virile. Mais il se trouve que dans mon cas, et peut-être dans le cas de la classe sociale à laquelle j'appartiens, de l'époque qui est la mienne, de l'histoire qui est la mienne en tant que Français, éduqué dans l'école française, c'est passé par l'art. Et dans mes livres, effectivement, très souvent, la recherche ou l'expression artistique est le moyen de s'émanciper, est le moyen de s'élever, est le moyen de tordre le cou un peu à la bibliographie qui a été la nôtre, et sortir de... Il y a une nouvelle que j'aime bien dans ce recueil qui s'appelle « Être ou l'art de dresser les pierres ». Voilà, au Japon, quand on fait un jardin, on commence par poser les pierres en fonction du terrain. Après, on dessine les rivières réelles ou les rivières d'ardoise sèche. Et après, et seulement après, on met les végétaux et les plantes. Moi, je pense que l'existence humaine est la même chose. C'est-à-dire que notre existence, on l'a fait avec les pierres que le destin nous a léguées. Donc moi, le destin m'a légué plusieurs pierres. Et de cette chose-là, j'ai essayé de faire un jardin. Il vaut ce qu'il vaut, vous pareil. Chacun se débrouille, de manière consciente ou pas. Donc c'est vrai que dans mes livres, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, le sentiment artistique me permet de devenir plus humain que je le suis. Voilà.
Marie Sigal, par rapport à ce qui vient d'être dit, et cette façon pour un artiste d'essayer de se couper des contraintes de l'industrie, du métier, c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez? Est-ce que c'est d'abord subi ou est-ce qu'on peut décider comme ça de s'affranchir des contraintes liées à l'industrie artistique pour le coup? Déjà enchantée, Didier. Enchantée d'être là, c'est vraiment touchant parce que ça rebondit sur ce que je disais la dernière fois en interview. Moi, j'ai fait le choix de ne pas signer dans une boîte de tournée, même si ça a été un choix, on va dire, consentant des deux côtés. Et c'est vrai que ça a été douloureux de faire quelque part le deuil d'une certaine carrière, mais à laquelle je ne correspondais pas. Et là où je te suis complètement, c'est l'envie. Alors j'ai 35 ans et à 35 ans, j'ai vachement envie de déployer les rencontres, ce que notamment cette boîte de production ne comprenait pas, déployer les rencontres et les carrefours avec d'autres disciplines, avec la danse, vu que je bosse beaucoup avec la danse contemporaine, avec aussi des écrivains, enfin sur des lettres musicales, avec des poètes, avec beaucoup de champs disciplinaires qui me nourrissent en fait. Et je crois que c'est aussi une manière de sortir de son ego. Voilà, l'ego, ce fameux ego, mais pas que de l'artiste, quoi, qu'on porte tout un chacun et qu'est-ce qu'on a apporté. Après, là où j'ai envie de rebondir aussi, c'est sur ce que tu disais, comment l'art peut nous porter. Et là, je sors le prochain clip le 13 novembre et qui parle de ça. La chanson s'appelle Beauté et je l'ai écrite après avoir lu une BD de Catherine Meurice qui s'appelle La légèreté et où elle explique combien après les attentats de Charlie, c'est la Villa Médicis, la dune du Pilat qui l'ont réconcilié en fait avec l'humain. Et ça a été pour moi un vrai déclic cette lecture et pour le coup c'est une chanson dont je suis très fière qui va sortir et où je vais continuer dans cette voie en me disant ok, qu'est-ce qui est au plus intime, au plus juste, et c'est pas la commande sociale, c'est pas la commande qu'elle soit politique ou de subvention ou voilà, c'est pas ça qui doit guider mon travail. Avant de continuer cette discussion entre Didier Goupil et Marie Sigal, on va vous demander, Marie Sigal, de chanter cette chanson que l'on attend depuis 2 mois. Alors vous êtes arrivé avec un matériel dingue. J'aurais jamais cru qu'un piano électrique puisse peser aussi lourd. Je crois que je me suis démis le bas du dos. Je vais mettre un peu de temps avant de remettre. C'est vrai que c'est infernal la vie d'artiste. Alors je dirais pas infernal, mais ça demande parfois des concessions, des sacrifices et quelques muscles, et dans la tête et dans le corps. Bon voilà, donc elle est arrivée, Marie Sigal, avec son piano électrique, un petit ampli, on va y mettre le micro devant et elle nous chante une chanson. Vous la présentez 2 secondes? Elle s'appelle simplement Les Derviches, ça veut tout dire. Ballerine mystique, ensanglantée d'amour, chanteur ésotérique, derviche et troubadour. La marée les emporte au-delà du Bosphore, ils partent sans escorte et reviennent météores. Les derviches n'ont pas le mal de terre, pas le mal de terre. Les derviches n'ont pas le mal de terre, pas le mal de terre. Leur step est un palais au bout de l'élégance. Le plafond ont étoilé. Créatures solaires si loin des cathédrales, toupies de grands déserts, topaz, rubis opale. Les derviches n'ont pas le mal de terre, pas le mal de terre.
Ni pauvre ni riche, il kiffe les derviches. Ni pauvre ni riche, ni pauvre ni riche, il kiffe les derviches. Il kiffe les derviches. Ben voyons, un petit moment de tendresse dans ce monde de brut. Marie Sigal, merci pour cette chanson. Et puis, je vous ai demandé également de venir ce soir parce que vous partagez avec Didier Goupil, ici présent, un amour aussi pour... alors vous, la mise en musique, lui, c'est la mise en ordre d'un certain nombre d'histoires liées à la correspondance. On se souvient qu'ici, à Toulouse, Didier Goupil, vous aviez montré, il y a quelques années, le résultat d'un travail autour de la correspondance entre Ingrid Bergman et Francesco Rossellini. C'est pas Francisco. Non, mais c'est bien Rossellini. Donc, le cinéaste italien et l'actrice suédoise. Donc, on avait découvert par ce biais-là toute la haine dont elle avait été l'objet aux États-Unis au moment de cette rupture de Rossellini avec sa première femme pour avoir une liaison poussée avec Ingrid Bergman. Et c'est vrai que vous aviez monté un peu plus tard une adaptation, là aussi, lecture, son et image d'un texte court que vous aviez écrit à la Cellule K à Avignon. Marie Sigal, de son côté, met en musique certaines lectures. C'est quoi qui vous intéresse tous les deux dans ce travail autour de la lecture et de la correspondance ? Marie. La rencontre. Pour moi, c'est ça, en fait. La rencontre aussi avec un milieu qui n'est pas forcément le mien, mais qui m'attire depuis toujours. Je chantais pas... j'ai évité le français pendant quelques années, et puis là, c'est devenu une espèce d'évidence. Donc, la rencontre et le fait que tout est musique, je crois, et tout est mots, quelque part. Bien sûr. Oui, non, mais Didier, un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille dans son bureau ou dans sa chambre, quand il a beaucoup de chance. Donc, c'est-à-dire porte fermée. Donc, de temps en temps, c'est bien d'ouvrir la porte pour aérer l'atmosphère, à la fois de la pièce et à la fois du cerveau. Donc, ça, c'est la première réponse, un peu comme ça. Et puis la deuxième, c'est comment partager, mais c'est la même chose que Marie, comment partager le talent des autres. Moi, je suis très admiratif du talent des autres. Moi, je suis assez peu admiratif du mien, si j'en ai un. Parfois, je trouve ça pas mal ce que je fais, mais quand même, ce qui m'excite, c'est le talent des autres. Je travaille avec Roger parce que je suis d'abord un amoureux de sa peinture, avant tout. Et c'est vrai que le fait de collaborer fait que vous rencontrez des comédiens, qu'un comédien, c'est pas moi qui lis, c'est un autre métier, que vous rencontrez des musiciens. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Augustin Charnet, que tu connais un peu. Voilà, c'est un autre type de rencontre. Là, récemment, avec un musicien iranien, par Internet, puisque du coup, il était coincé à Téhéran. On a fait un événement sur Paris où on a échangé autour des textes de Roger, en traduisant les textes, en lui envoyant des peintures. Voilà, et du coup, on arrive à avoir quelque chose qui soit pas simplement soi et son univers, mais aussi l'univers de l'autre. Et puis, on gagne au talent des autres, on y gagne. C'est-à-dire que le talent des autres vous fait grandir, vous oblige à être plus exigeant, à chercher davantage, à se satisfaire moins rapidement des choses. Dernière production que vous êtes en train de finaliser, Viva Frida, avec Claire Nebout comme actrice, comme lectrice, comme interprète de textes que vous avez choisis, réaménagés, écrits. Oui, écrit. Non, là c'est moi j'ai travaillé longtemps pour ce qu'on appelle le festival de la correspondance de Grignan, donc j'y ai œuvré pendant une douzaine d'années, je crois. Donc j'ai adapté plein de correspondances magnifiques, parce que aujourd'hui c'est un autre cas maintenant avec Internet et tout ça, mais dans les siècles passés, souvent la vraie pensée, la vraie parole des êtres, des hommes et des femmes passaient par leur correspondance. Voilà, et j'ai écrit
pour beaucoup de gens, hein. Giraudot, Natacha Régnier, Toretton, enfin bon, etc., etc. Et j'avais jamais écrit pour Claire Nebou. Mais dans ce milieu, enfin, je sais pas, comme c'est pareil pour toi, j'imagine, les fidélités sont longues. C'est-à-dire que là, l'éditeur, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a plus de 25 ans. Claire, je l'avais pas vu depuis 5-6 ans. Et quand elle est venue à Toulouse, elle a présidé un jury de festival de court-métrage à la Cinémathèque. Elle m'a appelé, ce qu'elle ne fait jamais, à tort. Ce jour-là, elle m'a appelé. Et je pense qu'elle avait déjà, sans le savoir en elle, l'envie de quelque chose se passe. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi, je trouvais que voilà, sa personnalité très masculine, assez androgyne, cette espèce comme ça de vitalité et de force. Voilà, et de force existentialiste qu'elle a correspondait bien au personnage. J'ai découvert le travail de Frida Kahlo, la correspondance en particulier, qui est vraiment extra, même si elle est beaucoup caviardée, beaucoup édulcorée par les éditeurs, et j'ai réécrit dessus. Alors c'est vrai que, enfin j'ai écrit la chose, c'est vrai que depuis le merchandising, on parlait de produits culturels, le merchandising autour de Frida Kahlo a pris une sorte d'embellie, comme si tout le monde savait que j'avais écrit le spectacle. Je plaisante là. Et donc du coup j'ai écrit sur cette histoire-là. C'est-à-dire que effectivement ma tête est sur ton coffee mug, ma tête est sur ton oreiller, ma tête est sur ton sac, ma tête est sur ta culotte, ma tête est sur... Mais qui suis-je ? Voilà. Donc si vous allez voir Viva Frida, vous saurez qui elle est. Qui est vraiment au cœur de ce qu'elle est. Un spectacle que l'on pourra voir à partir de 2021. Donc 2021, on a le temps d'en reparler, mais qui s'est donné récemment une première fois à Dieppe, si j'ai bien suivi ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu parler avec nous, Marie Sigal, Didier Goupil. Je veux simplement dire que Marie sera donc demain à 13h à Gilbert-Joseph, rue des Lois, pour un showcase. Et puis le 28 novembre, à la pause musicale, à 12h30, les concerts organisés toutes les semaines à la salle du Sénéchal par Joël, l'ancien bassiste de Zebda. Si je peux rajouter juste le 22 novembre aux Folles Saisons à Toulouse aussi. Voilà. Et les Folles Saisons, où est-ce que ça se trouve ? Et il me semble que c'est vers Bellefontaine, mais je ne sais pas en fait, j'y suis allée il y a des années, mais c'est un café culturel qui est vraiment super sympa. Mais très bien. Voilà, très féministe et très chouette. On ira voir ça. On écoute 3 secondes de la musique et puis on retrouve Lucas Lemoff le temps qu'il se mette en place. Mi bello Dago, Pacífico, mi litoral. Pescadores de esperanzas, navegando entre liconias, trinos y verduras. Atarraya que predice el favor de los ancestros en canaletes de oro. Y gracias. Voilà, Yapunto. Dans Yapunto, on retrouve la chanteuse de Pixae, cette espèce de groupe qui faisait de la musique colombienne, mais pas de la cumbia, et qu'on a vu à Toulouse 5-6 fois. Et dans le groupe, il y avait 2 chanteuses. Une des 2 chanteuses a monté un groupe qui s'appelle Yapunto. Et on pourra voir ce groupe le vendredi 15 novembre, c'est-à-dire vendredi prochain à la salle Nougaro. On en réécoutera un peu la semaine prochaine, mais réservez déjà votre soirée parce que la musique de Yapunto est vraiment chouette à écouter. Lucas Lemoff.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez entamé, il y a une petite quinzaine, une série que l'on pourrait appeler Chronique municipale. C'est vrai. Voilà, alors c'est vrai. Alors la campagne est partie, on peut le dire clairement, elle bat son plein. Mais j'avoue que quand j'en parle autour de moi, je sens que pour l'instant, ça passionne pas trop les foules. Quand je dis Pelfig, les gens me demandent si c'est pas une nouvelle marque de trottinette électrique. Et quand je dis La Case, on me demande si c'est pas le nouvel espace de coworking où on peut boire du rooibos en portant des chaussons en laine mérinos. Non, c'est pas gagné. Non, là, vraiment, là, c'est bon. Alors, je me suis dit qu'il fallait arriver à intéresser les gens sur ce sujet. C'était nécessaire et que pour ça, j'ai imaginé qu'on pouvait présenter la campagne sous la forme d'une émission de télé-réalité. Voilà, alors ça ferait plus bankable, je me dis ça dynamiserait un peu, ce serait plus séduisant. Alors au début j'avais pensé à un nom un peu English corporate, vous voyez, comme To Win or To Lose. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu téléphoné. Donc sinon, un jeu de mots à la française, ça pourrait s'appeler Cap ou pas Capitole. C'est pas mal, hein. Voilà, donc on peut mettre la musique si en régie, les intermittents sont opérationnels. Voilà. Ok, bienvenue dans votre nouvelle émission de télé-réalité. Ici, tous les candidats n'ont qu'un but, s'installer dans le fauteuil du maire. Bienvenue dans Cap ou pas Capitole. Laissez-moi vous présenter les candidats. D'abord, il y a Jean-Luc, 59 ans. Jean-Luc est déjà confortablement installé dans le fauteuil et il voudrait bien y rester. Jean-Luc aime les parkings, les magasins et les grands immeubles. Il n'aime pas trop ni les vélos ni les pauvres, alors il fait tout pour que ni les uns ni les autres ne circulent facilement dans le centre-ville. Aujourd'hui, Jean-Luc a le sourire. La semaine dernière, son parti, les Républicains, a décidé de lui apporter officiellement son soutien. Ce n'est pas vraiment une surprise car Jean-Luc a toujours sa carte au parti. La surprise, elle vient plutôt de son nouveau copain Emmanuel, qui n'était plus trop son pote mais qui maintenant est son repote. Emmanuel lui a promis que son parti à lui aussi le soutiendrait pour les prochaines élections. Eh bien, c'est chose faite. Du pain béni pour notre Jean-Luc qui a désormais l'assurance d'un candidat en moins en face de lui. Mais Jean-Luc n'a pas toujours le sourire, surtout lorsqu'il voit sa pote Laurence annoncer sur Twitter l'investiture par les Républicains avec une belle photo d'elle où on voit derrière elle une affiche qui critique la politique d'Emmanuel. Aïe aïe aïe, attention Malolo, il faudra enlever l'affiche au moins le temps de la campagne. Dans la course, il y a également Nadia. Nadia a 40 ans, Nadia est membre du Parti Socialiste, elle siège au conseil régional dans le groupe socialiste. Son équipe de campagne est largement constituée de membres du Parti Socialiste, mais sur les derniers tracts que Nadia a distribués, elle a bêtement oublié de mettre le logo du Parti Socialiste. Mais qu'elle est distraite cette Nadia. Pour sa ville, Nadia veut notamment redéployer les caméras de surveillance et ne veut pas désarmer la police municipale. Mais Nadia dit qu'elle portera quand même une liste de gauche. Nadia aime beaucoup l'humour et nous aimons rire avec Nadia. Elle peut aussi compter sur le soutien de Pierre. Pierre est son nouvel ami. Pierre et ses camarades du Parti communiste ont décidé à une large majorité d'offrir leur soutien à Nadia. Nous aimons aussi rire avec Pierre et ses camarades. En compétition, il y a aussi Quentin, 31 ans, comme tout bon représentant du Rassemblement national. Quentin aime parler du voile, de l'immigration, d'insécurité et encore du voile. Et il n'aime pas les questions trop compliquées des journalistes. Il préfère rester discret pour le moment et n'attend qu'une chose, faire la séance photo avec sa copine Marine pour imprimer les professions de foi. Il ne fera peut-être pas beaucoup de meetings, mais à quoi bon ? Il fera sûrement un très bon score, en tout cas suffisant pour profiter lui aussi des petits fours et des verres de kir offerts par le contribuable. Et enfin... attendez, pardon, est-ce qu'on peut arrêter la musique ? C'est possible, merci. Non, il y a un problème parce que j'ai une liste, mais j'ai pas de tête de liste. Aïe. Voilà. Ça alors, existe, je sais pas, ça ? c'est quoi ? Ben oui, alors je sais pas, Archipel Citoyen, je sais pas si... Non, je le connais pas. Non, mais ils sont marrants les gars, mais là, moi je peux rien faire avec ça. Là, pour continuer l'aventure, moi il me faut un nom, un seul. C'est vrai, c'est pas bankable ça. Bah, c'est ça, moi il me faut une figure de proue, un leader. Quoi. Moi, c'est pas professionnel. Je veux de l'ambition personnelle, quoi. Mais ils viennent d'où ? Et voilà, mais non, mais moi il me faut de l'ambition, il me faut du coup bas, de l'arrangement entre amis, et puis de la trahison, quoi. C'est des rebondissements, du suspense, du rythme. Vous êtes à la traîne, les cousins. Bon, je vois que vous voulez incarner l'ouverture avec des nouvelles personnes. C'est bien gentil de vouloir faire du neuf, mais ça marchera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est du neuf du vieux dans du neuf. Ça fonctionne. Des vieilles combines dans des nouveaux costards. Sinon, les gens, ils sont perdus. Ils sont où d'ailleurs, les costards ? Pas une cravate, pas une chaussure cirée, pas une Rolex à l'horizon, ni même une festina. Si, bon, peut-être un peu chez les anciens socialos qui ont tapé l'incruste, mais enfin, à part ça, que dalle. Lui, Jean-Luc, il a accepté à la fois le soutien de son parti d'opposition au gouvernement et du parti de la majorité. Voilà. Ça, c'est de la modernité à l'ancienne. Et pour justifier le tout, il nous sortira en temps voulu le bon vieil argument de « les enjeux locaux ne sont pas les enjeux nationaux ». Mais voilà, ça passe. C'est réchauffé, mais ça marche toujours. Bon, je vois aussi que Archipel Citoyen, là, vous avez souhaité mettre en place un réel processus démocratique. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Mais que les autres, ils en ont quelque chose à péter du processus démocratique ? Pour l'investiture socialiste, le duo Nadia-Claude a gentiment été désigné
gagné par une primaire sans concurrent qui a mobilisé moins d'un tiers des militants socialistes de la métropole. Bon, déjà l'intégralité des militants socialistes, j'aime autant vous dire, ça fait pas beaucoup. Mais alors moins d'un tiers, je vous laisse imaginer. Bon, mais ça c'est de la démocratie comme on a toujours connu, quoi, comme on aime. Et puis c'est quoi ces risques inutiles là, que vous prenez avec les candidats volontaires et des candidats tirés au sort? Il a raison Pierrot, le coco, là, quand il dit que vous n'avez pas de vrais citoyens dans vos rangs. Hein, au moins dans la liste PS, PRG, PC, PSG, je sais pas quoi, là, les vrais citoyens qu'ils ont, eh ben, c'est Nadia et ses copains qui les ont choisis. Voilà, ça, pas de mauvaise surprise. Bon. Apparemment, je vois que vous allez bientôt désigner la tête de liste. Je me dis que c'est déjà ça. Mais enfin, faites vite quand même, parce que l'aventure continue. On a besoin d'un nom et d'un seul pour l'intégrer au magnifique storytelling de cette campagne trépidante qui nous attend. Allez, en attendant, vive la politique et à la prochaine pour un nouvel épisode de Cap ou pas Capitole. Bon, qu'est-ce qu'il nous tarde de voir la suite. Et ça sera comme ça jusqu'à fin mars et cette élection assez fatidique. Allez, c'est presque le temps de se quitter. On a 2 minutes et on va passer un peu à la rubrique Blabla Concert. Merci Lucas en tout cas de cette nouvelle fonction d'animateur télé. Je sais vous m'énervez, je sais qu'il y avait encore plein de vous n'avez pas tout vu, vous allez voir le prochain épisode. Plein de cordes à votre arc, c'est incroyable. Allez, ce soir de la musique, ce soir à l'impro, à 20h30. Alors ça s'appelle Méga Nouba. Ouais. Si vous avez rien à faire ce soir, c'est là qu'il vous faut être. Et puis peut-être pas trop parce que nous on y va et si vous y allez tous, on n'aura pas de place. Méga Nouba, donc à l'impro à partir de 20h30 avec Edodon Sensible suivi d'un set de Tani Dual, alias William Lodina au platine et à la trompette. Une soirée sans doute très agitée au vu des groupes présents, mais aussi parce qu'il serait question que ce soir on y fêterait l'anniversaire de Tanguy le Jeune, le sémillant patron de ce bar à bière et à jazz. On verra quel âge il a tout à l'heure. Le sémillant patron de ce bar à bière et à jazz de la rue Gambetta. En tout cas, bon anniversaire Tanguy, c'est ce soir à 20h30, Méga Nouba. Ce soir on guinche au taquin à partir de 21h avec le trio The Blinkers pour une soirée très Lindy Hop, du jazz and jam ce soir à Maison Blanche à partir de 21h. Ce soir au Bijou, Didier Super à 21h30 et son dernier spectacle, Didier Super est bien plus marrant que tous ces comiques de merde, du Didier Super pur jus en somme. Et puis ne pas oublier ce soir que à la Cave Poésie, il y a un concert assez superbe au sujet d'un musicien mort il y a pas très longtemps, c'était en avril, Amin Tiliawa, un spécialiste de la musique arabo-andalouse, chanteur étonnant mais aussi joueur de violon, de mandoline, de oud et de reb, cette vielle à roue à 2 cordes. Amin Tiliawa, installé à Toulouse depuis 2012, année où il avait intégré le conservatoire de musique de Toulouse en classe de musique traditionnelle. Cet artiste est mort en avril dernier. Ici, il avait participé à divers projets artistiques dans le milieu occitan, flamenco, rebético ou foro. Et ainsi, il avait élaboré au fur et à mesure de ses rencontres une formidable fusion entre musique andalouse et sonorité issu de tout le pourtour méditerranéen. C'est à ce musicien que l'ensemble Orient Express rendra hommage ce soir à la Cave Poésie à 21h30. Et puis, si on peut lancer 2-3 secondes du dernier disque de cette émission, un morceau qui s'appelait Palencas sur l'album de Guillaume Lopez dans lequel Amin Tiliawa chantait mais aussi jouait du oud et du violon. On se quitte peut-être là-dessus. Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui et puis la suite est déjà là. Juste après, on va faire plutôt dans la musique électro. Salut les filles, à la semaine prochaine.
زيدان طبع الزيدان والزيدان يحكي التاريخ Et 19h. Merci à Caramel Mou et le Little Bad Little Weekend Show. C'est parti, c'est maintenant.